Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy et nous sommes sur le forum Bois Construction. Et cet après-midi, avec mes deux invités, nous allons aborder la notion bas carbone, mais surtout on va essayer de voir quelles sont les solutions pour y parvenir. Pour en parler avec moi, Monsieur Thomas Martal, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Stock CO2, ça porte bien son nom, hein. Et donc expliquez-moi de quoi il s'agit. Stock CO2, c'est un opérateur de compensation carbone, ou de contribution plutôt, je devrais dire. Aujourd'hui, le mot de compensation tend à s'effacer au profit de contribution, qui signifie qu'on n'a pas fini ses efforts une fois qu'on a contribué à d'autres projets. Notre métier, c'est de mettre en relation les entreprises qui souhaitent contribuer à la neutralité avec des porteurs de projets qui, eux, ont la volonté de mettre en œuvre des projets vertueux, qui vont bien au-delà de la norme, de façon générale. Et la contribution carbone, c'est le principe d'un financement apporté par ces entreprises à ces projets qui permettent de les mettre en œuvre. Ces projets génèrent en contrepartie des crédits carbone qui sont ce qu'achètent les entreprises. On verra après comment ça marche concrètement. À côté de vous, Monsieur David Bruchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique national et RSE chez ICAD. ICAD, en quelques mots. Alors ICAD, c'est un grand groupe dans lequel il y a 3 métiers principaux. On a une grosse foncière santé qui possède de nombreux actifs un peu partout en Europe et surtout en France. On a donc aussi une grosse foncière de bureaux avec à peu près 2 millions de mètres carrés. Et on retrouve ensuite une 3e branche dans laquelle je suis, qui est la branche promotion. Et donc au sein de cette branche promotion, j'anime, on va dire, toute la transversalité autour des sujets environnementaux en lien avec l'animation des directeurs techniques qui sont finalement les fers de lance du portage de ces ambitions environnementales au quotidien sur nos projets. Alors, je vais vous demander de nous planter le décor, de nous dire là où on en est aujourd'hui et pourquoi on a besoin de réfléchir à ces questions et surtout de quoi on parle en fait. C'est ça qui est important parce qu'on a toujours l'impression on ne sait pas vraiment où on va en réalité. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà besoin de mesurer notre empreinte carbone. Ça, c'est fondamental et c'est ce qu'on fait chez ICAD depuis des années à travers des outils de mesure qui sont ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie appliquées aux opérations. Il y a eu bien évidemment ces dernières années de grosses avancées sur les ACV avec d'abord le label E+, C-, puis derrière le label, l'ARE 2020 qui intègre maintenant cette question d'ACV. Et là, on parle de comptabilité carbone au sens bâtimentaire du terme. C'est-à-dire, on mesure le poids lié à l'exploitation et la construction d'un bâtiment sur une durée réglementaire de 50 ans. Donc, on va s'évertuer dans un premier temps à réduire cette empreinte au maximum. On va éviter d'émettre et on va tenter de réduire au maximum les consommations, notamment en exploitation, sur les 50 années. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, on peut se permettre d'aller encore au-delà en finançant des contributions à notre écosystème global pour aller effacer une partie de notre bilan carbone, mais ce n'est pas de la comptabilité cumulable, j'ai envie de dire. C'est ce que disait Thomas, ce n'est pas de la compensation, c'est de la contribution, parce qu'on ne peut pas le défalquer, analytiquement parlant, d'une analyse de cycle de vie d'un bâtiment. D'abord éviter, vous dites, hein, et ensuite on s'intéresse et à éviter, il y a un deuxième terme que j'ai oublié. Réduire les consommations, les émissions de carbone en exploitation. Ça, c'est concrètement c'est la base. Passer sur des bâtiments mieux isolés, passer sur des bâtiments qui sont plutôt avec des pompes à chaleur, donc à l'électricité, donc plutôt décarbonés en France, versus des systèmes au gaz, par exemple, aujourd'hui, qui sont encore très carbonés. Et c'est le sens de ce qui a été lancé dans la RE 2020, qui va cranter sur RE 2025 avec des ambitions plus fortes sur justement cette notion de IC énergie. Et donc nous, on est vraiment dans cette dynamique-là et on veut aller encore plus loin, d'où le sujet du jour qu'on est venu présenter avec Thomas au forum, qui est la notion de contribution carbone. Alors, on va y aller, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic ? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Complètement d'accord avec David sur ce diagnostic. Pour replanter le décor de façon même plus large, on parle de neutralité carbone. La neutralité carbone, elle se fait à l'échelle planétaire. Et ensuite, elle essaie de se décliner en tout cas des échelles territoriales. La France s'est engagée à une neutralité carbone à horizon 2050. Et cet objectif, je dirais, territorial, doit rencontrer les objectifs des entreprises. David, je te laisse peut-être dire un mot sur la stratégie. Derrière l'objectif que vous décrit Thomas, c'est la France qui prend des engagements par grands secteurs d'activité pour décroître. Et au-delà de cette décroissance, ce fameux éviter-réduire,
il y aura besoin à un moment donné, vu qu'il y a un reliquat tout le temps, bien évidemment, pour arriver à cette fameuse neutralité 2050, de créer des puits de carbone qui, eux, effacent la partie qui reste. La partie qu'on ne peut pas effacer. Et donc, nos activités, le fait qu'on respire, tout simplement. Exactement. C'est pas du greenwashing? Alors, justement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et c'est là le vrai danger, c'est de ne pas s'inscrire dans une dynamique où on continue à émettre sans faire d'efforts, et où on va acheter, pour se donner bonne conscience, des crédits carbone sur un marché. Ça nécessite un certain niveau d'exigence au-delà duquel, finalement, on n'a pas de solution technologique aujourd'hui ou à des coûts qui sont incompatibles avec le marché. Et donc là, on fait l'effort après d'aller plus loin avec d'autres technologies sur d'autres secteurs d'activité qu'on aide du coup à faire aussi cette transition. À faire leur passage eux aussi. Mais est-ce que pour avoir ces crédits carbone, on doit avoir auparavant engagé cette réduction et cet évitement? Alors, moralement parlant, c'est une évidence. Mais moi, je ne parle pas de morale, là, je parle d'obligation. Alors, non, il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, clairement. Non. Donc, clairement, je peux dire, je plante un arbre en compensation de ce que j'émets. Oui, mais si vous faites ça, une société cotée comme ICAD, si vous voulez, aujourd'hui, on s'inscrit, nous, par exemple, dans ce qu'on appelle une trajectoire 1,5 degré. Je ne parlais pas forcément d'ICAD. Non, mais je prends l'exemple parce que d'un point de vue général. En tant que société cotée, si vous voulez, on est analysé par des analystes extra-financiers. Donc, vous pouvez annoncer des choses sur la place. Il y a quand même des gens qui regardent ce que vous faites et ce que vous dites. Et donc, effectivement, on peut faire du greenwashing, mais on se fait quand même vite rattraper par les analystes qui ont l'œil sur ces sujets-là, parce que, bien évidemment, aujourd'hui, tous les investisseurs qui souhaitent monter au capital de sociétés vertueuses ne veulent pas être taxés, après coup, d'être tombés dans le panneau de sociétés qui font du greenwashing. Donc, pour nous, ça, c'est très important. Et on se donne des valeurs garde-fous, par exemple, sur des bâtiments. Vous avez forcément entendu parler du label E+C-. On commence à faire de la compensation ou de la contribution carbone quand on a déjà atteint des niveaux équivalents. Oui, quand on a atteint ces niveaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où sera RE 2020, voire plus, c'est à ce moment-là que vous irez faire de la contribution. Bien évidemment. D'accord. Alors, on va continuer avec vous. Expliquez-nous comment ça marche. Ce que vous apporte. Alors peut-être que je vais peut-être à l'envers. Peut-être qu'il faut voir vos besoins à vous avant de parler de comment ça marche. Dites-moi. On peut faire dans n'importe quel ordre. Disons qu'il y a une offre et il y a une demande. Alors, allons-y. Comment ça marche? Comment vous faites? Déjà, planter un arbre, ça ne veut pas dire contribuer ou compenser ses émissions. Un arbre ne génère pas forcément un crédit carbone. Pour qu'un projet soit reconnu comme étant un projet de compensation carbone, de contribution carbone, en France, il faut suivre un label qui s'appelle le label bas carbone, qui est le cadre de certification créé par l'État pour les projets forestiers, agricoles et de réemploi qui seront éligibles à générer des crédits carbone. Mais pour qu'un projet soit générable, puisse générer des crédits carbone, il faut qu'il soit additionnel déjà en matière de carbone. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, vous achetez une forêt qui existe, qui va continuer à croître, vous n'avez aucune additionnalité carbone, puisque la forêt, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui l'achète, elle était déjà là, sa trajectoire est toujours la même. En revanche, vous achetez ou vous êtes propriétaire d'une forêt qui se fait attaquer suite à une sécheresse par des scarabées ou autres. C'est le cas beaucoup. Voilà, exactement. Le cas des scolites est vraiment emblématique. Vous aviez une forêt qui avait une valeur certaine sur pied, donc d'épicéa, qui vient de mourir brutalement. Le bois ne vaut quasiment plus rien. Si vous coupez, vous ne rentrez pas forcément dans vos frais pour replanter derrière, ce qui est une obligation en France. Mais malgré tout, au point de vue carbone, si vous laissez sur pied, juste la quantité de carbone va décroître et puis remonter lentement. Ce qu'on va comparer en point de vue label bas carbone pour connaître le nombre de crédits carbone que va générer une forêt, c'est de comparer ce scénario qu'on appelle de référence, qui est cette forêt malade qui va décroître et recroître lentement, à un scénario dans lequel on va se retrousser les manches, couper, repartir sur une forêt qui sera normalement plus résiliente au changement climatique, qui sera plus diversifiée aussi, et qui va du coup générer plus rapidement une croissance de la biomasse aérienne et racinaire des arbres, et donc une séquestration de carbone par rapport au scénario d'avoir laissé la forêt. Voilà. Ça, c'est un exemple typique. Et ça, c'est ce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette contribution-là pour aller plus loin dans vos actions, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on a fait nos meilleurs efforts en termes de matériaux dans un bâtiment et en termes d'efficience énergétique de l'enveloppe sur la durée réglementaire de 50 ans,
on a besoin d'aller encore plus loin et de pouvoir, par exemple, aujourd'hui dire aux gens qui vont louer nos bureaux, nous, en tant qu'exploitants de bureaux, on efface les consommations de l'intégralité, par exemple, de ce que le bureau va consommer, émettre en carbone sur 50 ans. Et donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire forcément dans le bâtiment, puisqu'il faudrait que le bâtiment n'existe pas, qu'il ne soit pas exploité. Et donc on a contribué du coup à faire émerger des méthodologies. Alors ICAD a été pionnier sur pas mal de sujets, et notamment le réemploi, à travers un projet assez emblématique qui est aujourd'hui le lieu, on va dire, où se réunissent les organisateurs des JO. Ce bâtiment, il s'appelle Pulse, c'est un bâtiment tout en structure bois. Et donc l'exploitation de ce bâtiment sera effacée grâce à des crédits carbone qu'on a pris dans le cadre d'un investissement. Et ce bâtiment intrinsèquement intègre aussi des matériaux de réemploi. Et on s'est dit, en faisant le projet, qu'il serait intéressant, a posteriori, quand le label est sorti donc, en 2018, de pouvoir valoriser pour inciter davantage l'usage le réemploi de ces matériaux de réemploi. Versus, comme vous l'expliquez à l'instant Thomas, un scénario de référence qui serait de dire j'aurais très bien pu mettre des panneaux de faux planchers, par exemple, qui étaient issus du commerce, qui étaient neufs, et ne pas faire l'effort d'aller vers du réemploi. Donc ce delta, on l'a fait valoriser à travers une méthodologie qui est labellisée justement bas carbone, dans ce cadre de ce label bas carbone, qui est sur la place aujourd'hui, que n'importe quel acteur finalement peut se saisir. Peut voir, peut regarder voilà. et savoir que ça marche. Et sur tout type de produit issu du réemploi. Au même titre que Thomas vous a parlé de la foresterie, mais il peut vous parler de l'agriculture. Non, mais on va y aller sur ces sujets-là. Donc, le réemploi est aussi intégré dans le label. Dans le cadre du label bas carbone. Alors, expliquez-moi comment ça marche. Alors, je vous prends l'exemple. Même parallèle que la forêt sur le réemploi. Le principe du label bas carbone, mais le principe de tout cadre de certification de crédit carbone, c'est de vérifier une additionnalité carbone et une additionnalité économique. Aujourd'hui, force est de constater que le réemploi n'est pas la norme en matière de pratique de construction de bâtiments, de rénovation, etc. On ne va plus démonter les châteaux pour construire sa maison. Voilà. C'est ça. Ce n'est plus, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on considère qu'il y a une véritable additionnalité, parce que ce n'est pas une pratique de marché, d'aller faire emploi de matériaux qui ont déjà eu une première vie. Or, en matière de gain carbone, si vous utilisez un matériau de faux plancher qui a déjà eu une première vie et que vous comparez son poids carbone par rapport à celui que vous venez de fabriquer pour le même usage, vous avez une économie de carbone à utiliser du réemploi. C'est cette économie-là qu'on est en mesure de valoriser dans le cadre du label bas carbone. Est-ce que, j'en reviens à pas l'idée de greenwashing, vous ne m'en voudrez pas, mais je n'ai pas d'autres mots. Sur ces opérations de réemploi, moi, en tant que journaliste spécialisé secteur bâtiment construction, on les met beaucoup en avant. C'est-à-dire que je reçois beaucoup de dossiers de presse sur le sujet. Est-ce que c'est pas là aussi, est-ce que vous, par exemple, ICAD, vous vous engagez dans toutes vos opérations sur le réemploi, ou est-ce que vous en êtes encore au stade expérimental de quelques opérations seulement? Ou est-ce que vous avez décidé, finalement, toutes nos opérations, aujourd'hui, il y aura du réemploi, point, et ça représentera X% de l'opération? Alors, je vais faire une réponse qui est plus large que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on s'inscrit comme nous dans une dynamique de stratégie 1,5 degré, on n'a pas un levier. On prend tous les leviers qu'on va pouvoir prendre. Et ces leviers, on va les adapter à la configuration d'un projet. Un projet reste un projet, c'est toujours un cas particulier. Donc on ne peut pas s'imposer de se dire, voilà, on va faire du réemploi sur toutes les opérations, parce que sur certaines opérations, ça ne s'y prêtera pas, par exemple. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est le poids relatif en termes d'impact carbone, dans le sens éviter, réduire, de chacun des leviers. On est au forum de la construction bois, on peut utiliser des matériaux bois, des matériaux ressourcés, biosourcés, des matériaux géosourcés, des matériaux issus du réemploi. Et donc, tous ces leviers-là sont tous à la disposition des maîtres d'ouvrage, de leur bureau d'études, pour finalement bâtir un scénario dans le cadre d'un projet qui va être le plus vertueux possible. Ce qui compte, c'est le résultat final, c'est pas tellement comment on y parvient, alors, un petit peu quand même. C'est ça, et surtout, au-delà de l'aspect, je dirais, pertinence du levier en termes de carbone, il y a l'aspect retour économique. Est-ce que le levier coûte cher pour un gain finalement mineur, ou est-ce que le levier coûte le même prix mais avec un gain bien meilleur? Donc ça, après, ça dépend de la maturité des filières,
donc leur capacité à donner des solutions au marché. Voilà. Porter de Il n'est pas l'innovation. encore prêt totalement aujourd'hui, Voilà. on est d'accord. Et en prêt, on parle de portage d'innovation. C'est-à-dire que là, on bascule sur un autre sujet qui n'est plus le sujet de la compensation carbone, mais qui est un sujet de dire il faut porter de l'innovation, donc ça a un coût. Et pour revenir sur notre sujet, qui est la notion de contribution qui génère des crédits, donc qui génère de l'argent, ça permet finalement d'aider à faire avancer ces nouveaux acteurs en leur amenant des nouveaux modes de financement qui vont leur permettre de développer la R&D nécessaire. Parce que la grosse inquiétude de votre assureur aujourd'hui, quand vous lui expliquez que vous mettez un faux plancher de réemploi, c'est est-ce que finalement, en termes d'assurance, il est valable autant que le neuf? Voilà. Et qu'en sera-t-il quand on réutilisera une poutre en lamellé collée? Exactement. Je voudrais revenir sur ce que vous mettez en place, hein. Forestier, réemploi, mais il y a aussi l'agriculture. Tout à fait. L'agriculture, en fait, je vais même revenir sur le principe même de neutralité. Si on le raisonne à l'échelle d'un territoire, il faut le raisonner en équipe. Une fois que vous avez fait, pour l'instant, les meilleurs efforts vis-à-vis de ce qui est disponible techniquement dans le secteur du bâtiment, je rappelle aussi que la contribution carbone des entreprises aujourd'hui est volontaire. Donc quand ICAD finance des projets, ce n'est pas sous le coup d'une obligation réglementaire, mais c'est vraiment une volonté d'aller au-delà de son propre impact carbone. C'est un marché parallèle au marché obligatoire des quotas carbone. Des quotas carbone européens pour les cimenteries, etc. C'est un autre marché. Oui, c'est un autre marché. Et donc, quand vous adoptez cette vision de se dire que la neutralité, on l'atteint tous ensemble, on ne l'atteint pas du tout, c'est cohérent qu'une entreprise comme ICAD aille financer des exploitations agricoles pour qu'elles aillent, elles, réduire leur impact carbone. Et en général, côté agriculture, la réduction de l'impact carbone va souvent de pair avec l'amélioration de la capacité de séquestration dans les sols. Un exemple concret, un agriculteur aujourd'hui, particulièrement dans notre contexte, il paie cher pour des intrants chimiques qui sont importés, qui ont donc un poids carbone très important, qui ensuite émettent d'autres molécules que le carbone, mais donc par exemple le protoxyde d'azote qui a un effet de réchauffement sur le gaz à effet de serre qui est très très important, nettement supérieur au simple CO2. Aujourd'hui, on va aller accompagner des agriculteurs à changer de pratique de manière à utiliser moins d'engrais chimiques, enlever cette dépendance aussi qu'ils ont à toute cette industrie pétrochimique souvent, revenir à des modèles plus simples. On parlait du réemploi avec les pierres du château. Revenons aussi à des systèmes de couverts végétaux qui permettent de ramener de la matière organique et donc du carbone et de l'azote dans les sols, qui se font entre deux cultures dites principales, donc celles qu'on va récolter, un blé et un maïs. Vous plantez du trèfle. Ce couvert végétal empêche l'alessivage des sols, permet de remettre du carbone dans les sols, de remettre de l'azote, de capter cet azote de l'atmosphère. Et l'année d'après, quand vous replantez votre maïs, vous avez besoin de mettre moins d'engrais chimiques. Je ne vais pas vous piéger aujourd'hui, mais quand vous venez, je viens de l'Est parisien, quand vous venez jusqu'ici aujourd'hui, là en ce moment les champs sont oranges. Il y a eu le couvert végétal, et puis après il y a eu une petite couche de glyphosate quand même. Je ne sais pas si c'est ce genre de projet sur lequel vous travaillez, mais il y a d'autres sujets qui viennent derrière aussi. Tout à fait. Mais c'est un autre problème. Mais c'est des choses qu'on voit. Non, mais vous avez raison. Il y a différents types de destruction de couverts. Voilà. Malheureusement, le glyphosate en fait encore partie. En fait encore partie. Donc ça aussi, hein, vous travaillez. Comment reçoivent les agriculteurs ce travail que vous faites avec eux? Et vous le faites avec qui? Alors, il faut savoir que nous, on est un opérateur de compensation carbone, mais on n'est pas sachant ni dans le secteur forestier, ni dans le secteur agricole, ni d'ailleurs dans le secteur du bâtiment. Vous appuyez sur des sachants? On s'appuie sur les coopératives, les négoces, les conseils. Et pareil pour la forêt, on s'appuie sur les experts forestiers, les centres techniques de formation, on s'appuie sur les gestionnaires forestiers, sur les coopératives. Tous ces acteurs-là, ce sont eux les sachants, ils connaissent le terrain mieux que nous, ils le connaîtront toujours mieux que nous. Notre but, il est de travailler main dans la main avec eux pour trouver la solution qui est pertinente à la fois économiquement pour l'agriculteur ou le propriétaire forestier et pertinente pour le climat. Vous avez le mot de la fin. 20 secondes. Le mot de la fin, c'est simplement de dire, je pense aujourd'hui on l'a beaucoup entendu ce matin, il est urgent d'agir. Quels que soient finalement les leviers, au risque pour certains peut-être de tomber dans du greenwashing, mais... Non mais prenons tous les leviers. Allons chercher tous les leviers, utilisons tout ce qui est à notre disposition et surtout formons les gens à éviter justement de tomber dans ces pièges un peu faciles de greenwashing. Certains le font de façon très consciente, d'autres peut-être malheureusement un peu moins par défaut de formation.
Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, pour expliquer ce qu'est vraiment la contribution. Voilà, pour expliquer les bonnes pratiques et pour inciter tout le monde à enclencher ces démarches qui doivent se massifier si on veut aller vraiment vers un réel impact au niveau national sur tous ces sujets. Merci beaucoup d'être venu nous parler du label bas carbone et puis de la contribution supplémentaire qu'on peut apporter après avoir mis en place de bonnes pratiques. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.